Cette semaine au Balado, premier épisode de 2025 avec Jérôme Blanchet-Gravel qui nous parle de son éditorial Adieu la gauche ainsi que de son entrevue avec Gaël Brustier. Et on parle des enjeux économiques entre le Canada et les États-Unis avec l'investisseur montréalais Jonathan Hamel. Bonjour et bienvenue à votre Libre Podcast, votre balado hebdomadaire entièrement consacré à l'actualité de la semaine et même des semaines passées dans le cas de l'épisode d'aujourd'hui. Et je suis en compagnie de mon collègue et rédacteur en chef à Libre Média, Jérôme Blanchet-Gravel. Jérôme, bonjour. Bonjour Francis, bonne année. Bonne année à toi également. Et notez que l'ensemble des sujets discutés au cours de ce balado sont traités en format écrit sur le site web de Libre Média au libre-media.com. Alors, Jérôme, premier éditorial que tu as publié le 6 janvier dernier, donc on était vraiment au début de l'année, là, c'est une façon de se projeter dans ce qui s'en vient pour nous et dans l'actualité nationale et internationale. Et donc, dans cet éditorial, sous ta plume, on peut lire que accusé d'ingérence internationale, le grand financier et homme d'affaires et ingénieur, et on peut le multiplier les qualificatifs, Elon Musk s'attire des foudres d'un système bien silencieux face à l'influence qui lui est silencieux face à l'influence de McKinsey et du Forum de Davos ou de milliardaires comme George Soros et Bill Gates. C'est ça, ben écoute, nos auditeurs l'ont bien vu, Elon Musk fait beaucoup parler ces temps-ci, accusé d'ingérence, notamment en Allemagne, où on l'accuse de soutenir le parti dit d'extrême droite, de l'AfD. Monsieur Musk s'est aussi mêlé de la politique au Royaume-Uni. Il a pris, il s'est mis à attaquer régulièrement le premier ministre Keir Starmer et il a remis à l'avant-plan cette fameuse histoire des gangs pakistanais qui, il y a quand même déjà plusieurs années, opérait un système finalement d'exploitation sexuelle de jeunes filles. Donc, Musk a décidé de remettre ça, disons, dans l'actualité. Donc, M. Musk est accusé de s'ingérer et je pense que ça pose des questions légitimes, hein, comme je le dis d'entrée de jeu dans mon éditorial. Je pense qu'il faut avoir un débat effectivement légitime sur les limites que les milliardaires et les membres de gouvernement ne peuvent franchir pour respecter la souveraineté des États, parce que je pense quand même que il appartient, disons, aux populations concernées d'abord de mener leur propre débat. Cela dit, la grande contradiction de cette gauche bien pensante, c'est finalement de dénoncer l'ingérence seulement quand ça fait son affaire. Donc, la gauche qui n'a rien dit ces dernières années, effectivement, de l'ingérence, de McKinsey, la fameuse firme qui, on le sait, s'est mêlée beaucoup de tout ce qui entourait la gestion de la COVID. La gauche qui est bien pensante. Je dis bien pensante parce que la gauche, vous le savez, on l'a dit plusieurs fois à ce Libre Podcast, mais la gauche, c'est moins... c'est maintenant plus une gauche identitaire qu'une gauche économique, etc. Donc, pour ce que ça veut dire encore. Donc, la gauche qui est toujours silencieuse face à McKinsey, au Forum de Davos, George Soros, Bill Gates, évidemment, qui exerce aussi une grande influence dans tout ce qui concerne le monde de la santé. Donc, tout d'un coup, l'ingérence, Francis, c'est devenu inacceptable. C'est inacceptable quand c'est Musk qui se mêle des affaires du monde, mais quand ce sont des organismes considérés comme progressistes, entre guillemets, eh bien, la gauche ne dit rien. Donc, c'est un peu la grande contradiction que je relève dans cet édito de début d'année. J'en profite également pour montrer aussi que la gauche a abandonné ce qu'on appelle la classe ouvrière. C'est ce qui s'est passé aussi dans la réélection de Donald Trump. On sait que le Parti démocrate s'est détourné des réalités populaires. Donc ça, c'est pas nouveau. Ça fait longtemps que j'ai pas inventé ça. Ça fait des années qu'on parle de ça en France, en Occident en général. Donc cette gauche qui finalement n'assume plus son propre rôle. Hein, la gauche qui autrefois défendait les classes populaires et qui aujourd'hui défend l'industrie milliardaire du changement de sexe, Big Pharma durant la pandémie. Cette gauche qui défend même le complexe militaro-industriel dans la guerre en Ukraine. Ça, c'est assez fabuleux aussi. Donc, autrefois critique du grand capital, notre gauche maintenant semble prête à tout pardonner. Là, je me lis, là, dès lors qu'une entreprise, même prédatrice, s'affiche dans le bon camp. Donc, c'est finalement cette gauche qui
permet à des entreprises de détruire la nature dans d'autres pays, mais en autant que les réceptionnistes soient véganes, noirs et trans. Hein, c'est un peu ça. Donc, tu sais, on c'est le règne de l'arbitraire, avait, là. Tu dénonces le règne de l'arbitraire, finalement. Là. Je me drape de grands principes quand ça fait mon affaire, finalement. Ben oui, c'est ça. Ça participe de ce que je décris, effectivement. Donc, les mutations de la gauche. Hein, il n'y a pas si longtemps, on parlait de la gauche altermondialiste. Vous vous rappelez, même à Québec, dans la capitale nationale, on a eu des manifestations célèbres contre le sommet des Amériques. Je ne me rappelle plus l'année. Peut-être que tu étais là. Francis, ça fait quand même plus que ça fait une vingtaine d'années. Oui. Donc, au début des années 2000. Que je cautionne pas nécessairement par ailleurs entièrement, mais cette gauche qui avait quand même le mérite, disons, de la cohérence. C'est-à-dire la gauche, à l'époque, défendait certains principes, donc dénonçait le pouvoir de l'argent, le grand capital. Et c'est ça, cette gauche s'est détournée complètement de sa mission, à tel point que et là, c'est vraiment, là, j'enfonce le clou, que c'est l'extrême droite, entre guillemets, où ce sont les complotistes qui ont dû, en fait, faire la job de la gauche. Et ça, c'est le grand retournement, c'est incroyable. Donc, on a aux États-Unis, par exemple, un Robert Kennedy qui fait la job de la gauche aux États-Unis en dénonçant notamment l'industrie du fast-food, etc. Donc, là, c'est le healthy. M. Kennedy veut rendre l'Amérique en santé de nouveau. Make America healthy again. Exactement. Maha. Et là, ça, c'est de l'extrême droite, Francis, apparemment. Donc, c'est absolument incroyable. Donc, la gauche accuse l'extrême droite, entre guillemets, finalement, pas de faire son travail, mais on lui reproche, en quelque sorte, oui, de faire le travail qu'il ne fait plus. Donc, c'est absolument extraordinaire. Après, pour les questions d'environnement, il y a plus de nuances à faire. C'est-à-dire que, c'est pas la droite qui, effectivement, est la plus environnementaliste, mais la gauche se fait complice aussi de ce qu'on appelle l'éco-blanchiment. Donc, on est toujours en vertu ostentatoire. Donc, une entreprise, même prédatrice, à partir du moment où elle représente ses produits comme plus ou moins bio, qu'on fait attention à ci, à ça, un peu d'équitable par-ci, par-là. Donc, tout le marketing vert. Donc, ça aussi, il y a quelque chose de très superficiel là-dedans. Donc, une gauche qui est superficielle, qui ne va plus en profondeur et qui, finalement, ne s'attaque plus aux puissants et qui a laissé le champ libre à ce que Agustin Laje, notre ami argentin qu'on a plusieurs fois interviewé, l'architecte de la victoire de Milei, appelle la nouvelle droite. Donc, cette nouvelle droite, on en parlait aussi il y a quelques épisodes, qui va rejoindre, en fait, une certaine gauche. Donc, le dépassement, finalement, des clivages est rendu possible grâce à l'abandon par la gauche de sa propre mission économique initiale. Donc là, on l'a vu en Italie, on avait parlé du mouvement 5 étoiles, etc. Et ça permet l'émergence de ce que j'ai appelé aussi récemment la droite punk. Donc, une gauche qui est contestataire et qui s'est appropriée une certaine esthétique contestataire qui était plus associée à la gauche, mais parce que la gauche lui a rendu la vie facile à ce niveau-là. Et donc, c'est ça, on est devant une gauche qui est superficielle, qui est conformiste, qui fait en la vertu ostentatoire et qui ensuite reproche à des acteurs dits d'extrême droite, finalement, de faire sa job. C'est assez extraordinaire. En fait, c'est peut-être aussi un des facteurs les plus importants, c'est que, disons, le contestataire, c'est celui qui a pas le pouvoir. Donc, il est de son côté le romantisme révolutionnaire. Donc, c'est lui qui peut avoir la prétention à être rebelle. Donc, peut-être que c'est justement simplement le fait que la gauche soit désormais au pouvoir et qu'elle ait pris le contrôle de l'ensemble des leviers de pouvoir actuels, qui fait en sorte que c'est de l'autre côté qui doit prendre ce nouveau rôle, là, finalement. Ouais. Donc, c'est chacun des deux camps se réapproprie des rôles dont il n'était pas encore habitué à jouer, finalement. Là. La droite, c'est plus le conservatisme, c'est plus les valeurs traditionnelles, c'est la famille, c'est tout ça. Et donc, on l'associe traditionnellement justement au manque de dynamisme, à la volonté de préserver, à la volonté de ne pas trop bouger, de ne pas changer, d'être les gardiens du statu quo, finalement. C'est un peu le côté entre guillemets de la droite. Et donc, finalement, aujourd'hui, ce sont les gens de la gauche, c'est-à-dire les étatistes, qui sont du côté du conservatisme, du statu quo, du fait de ne pas bouger, tout ça. Donc, c'est vraiment peut-être deux camps qui ne s'étaient pas encore rendus compte duquel côté ils étaient. Peut-être la droite se pensait encore au pouvoir pendant des années et la gauche avait pas encore pris le mémo qu'elle avait tous les leviers de pouvoir. Et donc, là, finalement, le mémo est arrivé des deux côtés et chacun, finalement, décide de jouer son rôle dans la pièce de théâtre au sens symbolique du terme, là.
Ah ouais. Après, ça dépend des pays. Bon, moi, je parle évidemment pour l'Occident principalement, mais on l'a tous ressenti. C'est-à-dire, au Québec, c'est viré à la caricature. C'est-à-dire, quand on a une Catherine Dorion, par exemple, qui, bon, se présente comme l'ultime rebelle, alors que, bon, tout le système est avec elle, on la célèbre, est extraordinaire, c'est une artiste, dans quel talent, quelle créativité, etc. Même chose pour des Gabriel Nadeau-Dubois, c'est-à-dire c'est vraiment la révolution, je veux dire, c'est de la révolution de salon, puis de, comment dire, il y a une expression en anglais, je ne me rappelle plus, il y a une essayiste qui a fait un livre là-dessus, mais cette espèce de gauche, ben c'est ça, qu'il n'y a plus rien de révolutionnaire parce qu'elle a tout le système avec elle. Là. Donc, il y a quelque chose de complètement ridicule dans tout ça. Donc, une gauche qui est subventionnée, soutenue par l'État, soutenue par Nike. Tu sais, les mêmes Nike, bon, étaient rendus LGBT jusqu'à récemment. Donc, tu sais, il y a tout ce capitalisme woke aussi, finalement, qui est excessivement hypocrite. Et c'est là qu'on peut penser que la gauche, finalement, a été infiltrée d'une certaine façon par, pas le renseignement, mais il y a des gens qui avancent ces théories-là sur le net, c'est-à-dire les gens les véritables prédateurs, entre guillemets, du capitalisme, devaient, à partir d'Occupy Wall Street et tout ça, peut-être trouver une solution de détourner la gauche, finalement, de la tasser un peu de ses affaires. Et Ça veut dire que c'est les premiers à avoir découvert que c'est la gauche, finalement. C'est-à-dire que c'est une toute question de monétisation. Le capitalisme, on le sait, il est le système le plus efficace dans la capacité d'assimiler sa propre critique. Donc, on voit comment, par exemple, peut-être cette incorporation ou ce capitalisme woke-là n'était qu'une preuve ou un signe de plus que le marché lui-même s'était rendu compte que les capitaux et l'influence et tout était contrôlé par la gauche. Donc, c'est au moment où les grands financiers de ce monde se sont mis à faire du wokisme que c'est vraiment là que peut-être on s'est rendu compte que le pouvoir avait été complètement détourné vers ou penché vers la gauche. C'est peut-être ça, peut-être que l'espèce de déclencheur, là, c'était le capitalisme woke, ça a été l'élément déclencheur qui a montré comment tout avait été gagné par les mouvements de gauche et peut-être que justement, même la droite, ça a été pour elle un réveil. C'est-à-dire que même ceux qui étaient censés être ses alliés idéologiques, la droite qui milite pour la liberté d'entreprise, les faibles libertés fiscales par rapport aux réglementations de l'État et tout ça, même elle, qui était censée être son allié idéologique, l'avait abandonné pour faire le jeu de cette nouvelle classe au pouvoir. Donc peut-être que ça a été un des éléments déclencheurs de cette prise de conscience généralisée et qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, les rôles se sont inversés. Mais peut-être qu'aujourd'hui, en plus, là, avec l'élection de Trump, là, on est dans un nouveau cycle où est-ce que là, la droite revient au pouvoir, donc ça bouge, hein, ça bouge. Mais je pense qu'il y a deux façons de le voir. Il y a la façon que tu viens de décrire, c'est-à-dire bon, le capitalisme woke, c'est comme l'ultime démonstration que la gauche, effectivement, domine le système, en tout cas politique, ou une partie du système politique, ou inversement, c'est-à-dire comment faire en sorte, à partir du moment où la gauche dérange et s'ingère dans les affaires économiques des puissants, comment faire en sorte qu'elle focalise sur autre chose. Et le wokisme a été l'aubaine ultime, c'est-à-dire comment détourner la gauche de sa mission économique. Parce que c'est quand même ça le moteur de la gauche, le marxisme. Et à partir du moment où tu décolles la gauche du marxisme, ben là, c'est vraiment autre chose. Là. Et là, je pense qu'il y a peut-être, je sais pas, sans être machiavélique, il y a peut-être des acteurs du capitalisme qui se sont dit, si on veut que ces gens-là regardent d'ailleurs, on va leur lancer des pinottes dans ce sens-là. Ils vont aller manger des pinottes là-bas. Et quelles sont ces bonnes arachides? C'est toutes les questions d'identité, trans, etc. Et là, jusqu'à créer même un marché du changement de sexe. Et là, c'est les gauchistes, entre guillemets, ont été complètement bernés. Là. Je dirais, c'est une vraie attrape. C'est une espèce de guet-apens qu'on aurait pu leur tendre, là, dans lequel ils se seraient jetés là, de manière complètement inconsciente. Ben, il y a toutes sortes d'hypothèses, puis je ne sais pas, je pose des questions ici, mais mais je pense que c'est plausible. Je pense qu'il y a eu des entreprises qui avaient beaucoup plus intérêt à ce que la gauche leur dicte une certaine ligne de conduite là, EDI
que la gauche les empêche de faire, par exemple, de l'exploitation de mines au Mexique. À partir du moment où tu as juste à mettre une réceptionniste transgenre, c'est beaucoup plus facile que de revoir l'ensemble de tes activités, là. Donc, c'est une vraie aubaine, en fait, pour les vrais acteurs du capitalisme sauvage, entre guillemets. À Libre Média, on est bien sûr pour le libre marché, etc. Mais il y a quand même quelque chose, et c'est quand même assez extraordinaire que ce soit nous, les méchants complotistes d'extrême droite, qui sont en train de même de faire l'examen de la gauche à sa place, là. C'est-à-dire qu'on est en train de lui dire, regardez, ça serait quand même bien qu'on ait en face de nous une vraie gauche une fois de temps en temps. Je pense que ça ferait du bien à tout le monde. Mais non, c'est nous qui sommes pognés, entre guillemets, pour faire ces constats-là, alors qu'il appartient plutôt à la gauche de le faire, mais la gauche va être engluée dans sa vertu. C'est vraiment, honnêtement, c'est un camp qui est perdu actuellement, mais totalement, là. En tout cas, en Occident et au Canada, ça apparaît très clair, là. Mais aussi, il y a toujours, disons, l'arme disons, à double tranchant. Là. Pour ce qui est de la droite, c'est justement que la droite est toujours plus occupée à faire rouler ses business, puis à faire même au cégep, ça se voyait déjà, c'est-à-dire que les gens qui s'intégraient ou qui militaient dans les associations étudiantes, c'est ceux qui ont le temps de le faire et qui s'intéressent, qui sont pas, et donc proportionnellement, qui ne sont pas occupés ailleurs, donc ils n'ont pas d'autres choses à faire, entre guillemets. Et donc, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que au niveau social, les entreprises au Canada, en l'occurrence, ce sont souvent, disons, ils ne se sont pas impliqués dans les questions sociales, dans la politique, même dans le lobbyisme, de manière efficace, parce qu'ils espéraient passer en dessous, c'est-à-dire faire la statue, là, puis en espérant que les gouvernants n'allaient finalement jamais aller sonner à leur porte pour leur demander des comptes. Donc, peut-être même Pierre Poilievre, dans l'entrevue qu'il a donnée à Jordan Peterson, là, qui est sortie durant cet hiver, il en parlait, là, il trouvait que les entreprises pétrolières ou de développement minier et tout ça avaient fait une très pauvre, really bad job. Là. Ils avaient fait un mauvais travail dans ce qui était de faire valoir leurs intérêts. Là. Donc, la politique, c'est pas un jeu qu'on peut... On doit jouer à la politique. Donc, on peut pas faire comme si elle n'existait pas. Et on dirait que tous les secteurs économiques, on pourrait dire, qui ne dépendent pas de l'État, là, se sont comme pas investis dans la politique, se sont pas investis dans la protection de leurs intérêts. Et donc, finalement, ils ont été on est venu légiférer par-dessus eux sans tenir compte de ce qu'ils avaient à dire. Donc, ils sont un peu les artisans de leur propre malheur, là. Mais on dirait que ça, c'est en train de changer encore une fois. On dirait que il y a même sur YouTube, on le voit là, il y a des annonces qui nous chantent les vertus du développement des ressources naturelles au Canada et tout ça. Donc on voit qu'ils ont peut-être eu le mémo, ils se sont dit si on fait rien, si on s'implique pas, si on s'engage pas, donc quelqu'un va s'occuper de nous. Donc je pense qu'il y a quelque chose de ça là, dont les entreprises trop occupées à se gérer et à faire leur propre business. On peut les comprendre. C'est leur tâche première que leur demandent leurs actionnaires, c'est de faire en sorte que les entreprises soient rentables et génèrent des profits. Mais à un moment donné, il faut, disons, la conscience sociale et la justice sociale et l'engagement social des entreprises, c'est aussi de faire valoir leurs intérêts, là. Parce que si vraiment une entreprise est pas, comment je pourrais dire, elle est mauvaise pour la société, pourquoi c'est légal? Donc, si c'est légal, c'est que la société considère que cette entreprise-là a sa légitimité. Donc, arrêtez de vous cacher, arrêtez d'avoir honte, puis allez-y haut et fort, puis montrez le bien que vous apportez aux communautés locales, internationales et tout ça, là. Donc, il y a quelque chose d'un désengagement individualiste, entre guillemets, corporatiste, à droite, qui a été très contre-productif de ce côté-là. Et là, aujourd'hui, je pense qu'il y a un réveil. Oui, c'est le grand réveil. Puis là, avec Donald Trump qui est revenu avec tous ses projets annexionniste dont on pourrait parler, mais c'est le grand réveil. On a vécu un moment de décadence absolument incroyable. Et là, je voyais d'ailleurs hier, l'UQAM qui veut engager une prof là, spécialisée en études en art féministe, etc., queer. Vous comprenez à quel point la gauche a affaibli l'Occident et je ne sais pas à quoi sert vraiment
à quoi servent ce genre de professeurs dans un monde où il y a encore des gens qui veulent annexer des coins de territoire, là. Là, je pense qu'il y a un gros réveil, là, effectivement. Des territoires inoccupés et inutilisés. C'est-à-dire que si nous, on a un gros territoire, il faut arrêter aussi, justement, parlons avec un langage de gauche, là. La Terre est à tous. Donc, la Terre étant à tous, que ça soit écrit Canada sur la carte, si nos ressources sont pas utilisées, la Terre étant à tous les hommes et les femmes de bonne volonté présents, là, eux, ils regardent ça, ils disent, là, je veux dire, peut-être que ces ressources-là pourraient être utilisées à meilleur escient qu'en restant inertes dans le sol. Là, tu sais. Donc, je pense qu'il faut ne pas utiliser les... Je pense qu'il n'y a pas de façon de penser les relations internationales aujourd'hui en pensant que notre intérêt national, c'est de laisser, disons, la fougère à sa place. Là. Je pense que oui, un développement, on pourrait dire des ressources naturelles conscients de l'importance de l'environnement, qu'on peut faire ça respectueusement, mais il y a des standards qui existent et il suffit d'être à la hauteur des standards d'aujourd'hui à ce niveau pour régler le problème. Donc là, ce qu'on voit, c'est véritablement le vacuum laissé par le manque de développement de nos ressources naturelles fait en sorte que des intérêts étrangers regardent ça avec un petit peu de bave sur le bout de le bord de la... Ils trouvent ça très alléchant. Et donc, je pense que la meilleure façon de se défendre contre des velléités politiques et annexionnistes américaines, c'est simplement développer notre territoire, finalement. C'est ça. C'est que là, le problème, c'est que l'Occident pensait qu'il formait peut-être un gouvernement mondial, mais on n'est pas seul. Et on a oublié qu'il y avait des rapports de force. Et ça, que voulez-vous? Peut-être qu'on aimerait... Ça n'existe plus, les rapports de force en relations internationales, mais ça va continuer d'exister. C'est comme ça. Comme il va encore y avoir des hommes et des femmes. Que voulez-vous? On n'est pas Dieu, on n'a pas décidé à sa place. Donc, tu sais, nous, on compose avec une réalité. Là. C'est tout. Et si c'est pas nous, ça va être d'autres. C'est comme... c'est malheureux, mais c'est comme la mafia. C'est-à-dire qu'il va toujours avoir des mafias. Il faut toujours avoir la police pour... ça n'existera pas un monde sans criminalité, malheureusement. Donc, c'est un peu l'utopie des zéros, là, exactement, comme Justin Trudeau qui est arrivé. Bon, on va légaliser. Pourquoi légaliser le pot? La première chose qu'il avait dit, c'est une erreur de raisonnement. Je dis pas que il n'y avait pas de bonne raison de légaliser le pot ou la marijuana, mais ce qu'il a dit, c'est la lutte contre la toxicomanie n'a pas fonctionné. Oui, mais qu'est-ce que tu entends par fonctionner? Fonctionner veut dire qu'il n'y aura plus jamais de consommation de drogue. Si c'est ça ton critère ton critère pour dire que ça a fonctionné, ton raisonnement, exactement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça sera jamais possible. Donc, le combat contre la violence faite aux femmes n'a jamais fonctionné, donc légalisons la violence faite aux femmes. Non, je veux dire, c'est une erreur de raisonnement de base. Là. C'est-à-dire qu'il y a encore des femmes qui se font battre, donc il faut encore légiférer et avoir de la police pour faire en sorte que les maris arrêtent ou les hommes arrêtent de battre violents, arrêtent de battre leurs femmes. Là. Il y a personne qui irait utiliser ce raisonnement-là pour d'autres choses. Donc, par exemple, dans la lutte contre la drogue, c'est pas parce qu'il y aura toujours des cartels que c'est il faut le légaliser. Donc, ça veut pas dire qu'il faut pas le faire. D'ailleurs, laisser-faire qui existe en Amérique latine, là, abrazos, no balazos. Donc, ce qui me laisse aborder justement l'article l'entrevue que j'ai réalisée avec sur les projets annexionniste de Trump là, avec Madame Anna Esther Cesenia, qui est directrice de l'Observatoire latino-américain de géopolitique et chercheuse à l'Université nationale autonome du Mexique, la fameuse UNAM. Donc, Madame Cesenia, qui est extrêmement compétente. J'ai fait une entrevue vraiment stimulante avec elle. Donc, l'article s'appelle Route stratégique, l'enjeu caché de la stratégie de Trump. Et sans vantardise, je pense que c'est une leçon de journalisme parce qu'on a beaucoup parlé d'inquiétude dans nos médias. Nous, on est beaucoup inquiets. On répète qu'on est inquiet face au projet de Trump. Il faut dire que c'est quand même assez étonnant, Francis, parce qu'on est quand même passé d'un Trump isolationniste à un Trump, entre guillemets, annexionniste. On ne sait pas exactement encore à quel point c'est sérieux, mais du moins, selon mon interlocutrice, c'est assez sérieux parce que, tous les pays, là, en tout cas, les zones que pointe Trump sont des points de passage stratégiques là, au cœur de la rivalité entre les États-Unis
et la Chine. Donc, j'ai quand même l'impression que Trump, d'abord, il n'est pas innocent, ce gars-là. C'est quelqu'un qui est en train de faire apparaître, en fait, sa vision géopolitique. Enfin, on était en train de dévoiler une doctrine Monroe 2.0. Rappelez-vous, la fameuse doctrine Monroe, c'est la doctrine qui consistait à dire que finalement toute l'Amérique était le territoire des États-Unis. Donc, ça a justifié l'impérialisme américain un peu partout. Ça a justifié l'intervention américaine ratée de la baie des Cochons à Cuba. Donc, Trump, qu'on soit d'accord ou non, est en train de faire apparaître une vision géopolitique cohérente. Ça, c'est clair. Et c'est une latino-américaine qui le dit. Et je pense pas que Mme Cessenia soit une personne d'extrême droite ou quoi que ce soit. Donc, elle nous dit clairement dans notre entrevue que non, Trump n'est pas fou. Son projet est assez cohérent et elle nous plonge dans l'univers des détroits, des passages. En fait, on assiste à une guerre des canaux. Et on a complètement oublié ça. Au Canada, de quoi on parle, justement? Francis, on parle de théorie du genre. Mais non, vous comprenez pas là, que... d'abord, au Panama, il y a un canal. Il se creuse un second canal en haut. La Chine est en train de creuser un second canal. Qui a rappelé ça récemment dans nos médias? Personne. Il y a un canal aussi, dans l'isthme. Un isthme, c'est un passage, le point le plus court entre deux océans. Donc, au Mexique, on est en train de construire un corridor sur l'isthme de Tehuantepec qui va également devenir une sorte de canal. Donc, la Chine et les États-Unis mènent une guerre des canaux, en fait, en Amérique. Et les États-Unis, là, ont absolument besoin de garder la mainmise, au moins sur le canal de Panama, qui ont laissé, tant qu'à moi, de manière totalement imprudente. Ils ont été beaucoup trop confiants, les États-Unis. Il y a un énorme port aussi qui se construit au Pérou, un port chinois. Il y a des routes, même des autoroutes qui appartiennent à des Chinois en Amérique latine. Donc, Trump, il sait tout ça. Et il est en train, c'est ça, de pointer, il pointe des zones qui font apparaître une carte. Et donc, comme je vous dis, c'est pas une question d'être d'accord ou non, c'est que les États-Unis ont besoin de garder le contrôle de plusieurs routes. Sinon, c'est juste la Chine qui va embarquer. Et pensez pas, chers auditeurs, que la Chine va être meilleure dans la préservation des droits et libertés dans le monde que nos chers amis américains. Donc, voilà, les deux articles dont on vient de parler sont disponibles sur Libre Média au libre-media.com et je souligne également l'entrevue diffusée hier sur la chaîne YouTube, ta grande entrevue réalisée avec l'intellectuel Gaël Brustier aux grandes entrevues, une entrevue que tu avais réalisée lors de ton dernier passage en France. Donc, Jérôme, avant d'aller à la pause et d'aller rejoindre Jonathan Hamel, je pense que Jérôme, il y a une nouvelle là, à Libre Média dont tu voulais faire la promotion. Oui, une très bonne nouvelle de début d'année. Donc, on est très heureux d'annoncer la nomination de Danick Villeneuve au poste de chef des opérations. Danick est ingénieur diplômé de l'École de technologie supérieure, cofondateur de VoxNote Logiciel. C'est un spécialiste des nouvelles technologies et du marketing digital. Donc, Danick, j'en suis certain, va contribuer à améliorer significativement notre infrastructure numérique. Ça veut dire un meilleur référencement, ça veut dire probablement une application mobile. Donc, ça va être synonyme, j'en suis sûr, de succès. Donc, on est très heureux. Et pour ceux qui veulent communiquer avec Danick, passez par le formulaire qui est encore sur le site Internet de Libre Média. Très bien, très belle nouvelle et beaucoup de croissance à venir pour Libre Média. Alors, Jérôme, tu vas nous quitter et tu vas nous revenir la semaine prochaine. Mais comme on l'a dit, on l'a annoncé avant Noël, tu seras un peu moins présent au Libre Podcast, mais pour être encore plus présent sur la scène journalistique avec des articles qui vont être publiés encore plus souvent sur la plateforme de Libre Média au libre-media.com. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous, mais on se revoit pour cette fois-ci la semaine prochaine. Libre Média, c'est beaucoup plus qu'un site web. C'est votre porte d'entrée dans l'univers médiatique. À Libre Média, nous croyons qu'il faut vous donner les moyens d'accéder aux informations qui comptent pour vous. Gardez une longueur d'avance grâce à nos analyses approfondies et à notre couverture exhaustive. Pour tous les détails, visitez notre site web au libre-media.com. Aimez, partagez, abonnez-vous dès maintenant. Libre Média, parce que vos choix sont importants. Alors, dans cette deuxième partie du premier épisode du podcast pour 2025, nous avons la joie d'être en compagnie de Jonathan Hamel, investisseur montréalais et chroniqueur dans plusieurs médias. Jonathan, bonjour. Bonjour.
Alors, Jonathan, il s'est passé beaucoup de choses depuis qu'on s'est quitté en 2024. Là, on vous avait reçu à plusieurs reprises pour parler de l'élection de Donald Trump et des différentes, disons, péripéties qui se passaient avec le Canada. Là, mais pendant les vacances, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Parlez-nous d'abord, Jonathan, comment vous voyez un peu l'ensemble des développements qui se produisent entre le Canada et les États-Unis? Écoute, ça s'est quand même bousculé depuis le début de l'année. Le président élu, Donald Trump, a quand même multiplié les interventions. Un peu bizarre, faut le dire, là, dans un sens où on s'en attendait pas. Probablement sur le canal de Panama, sur le Groenland et par la suite le Canada. On se demande un peu s'il y a un débat à savoir s'il y a une espèce de stratégie fondamentale derrière ça ou c'est juste un certain trolling qui le sert là, au niveau de l'attraction sur les médias sociaux. Bref, ça a quand même des impacts majeurs et réels au Canada. On a vu notamment Justin Trudeau qui avait déjà, disons, un leadership très affaibli. Ça l'a peut-être propulsé en quelque sorte sa démission. En fait, sa démission annoncée parce qu'il n'a pas nécessairement démissionné. Hein. On comprend qu'il va quitter le poste. Exactement. Donc, il est encore en charge du gouvernement du Canada. On comprend qu'il va être remplacé la minute où le Parti libéral aura nommé un chef. Ce qui est en soi un peu, c'est quand même une espèce de contorsion, un gaslighting assez impressionnant parce que dans son discours de soi-disant démission, parle quand même de défendre la démocratie. On parle d'un parti qui est très minoritaire, non seulement au Parlement, mais dans les intentions de vote également. Donc, de proroger la session, c'est-à-dire de faire de faire une pause de la session et d'annoncer sa démission subséquente à une course à la chefferie de son propre parti. Il y a une espèce de hijacking, si vous me permettez l'expression, des procédés du processus parlementaire pour servir un peu leurs intérêts, et c'est pas nécessairement l'intérêt démocratique des Canadiens, on s'entend là. Donc ça, c'est il y a quand même un certain problème à ce niveau-là. Ceci dit, malgré la démission annoncée de Justin Trudeau, il n'y a pas le président élu Donald Trump n'a pas nécessairement mis la pédale plus douce là, sur ses prétentions d'annexer le Canada d'une manière ou d'une autre. Ce qui est intéressant, c'est que ça amène quand même des débats. Probablement, il y a une certaine unité nationale un peu artificielle qui a été créée avec ça, là. Donc, tous les premiers ministres des provinces sont un peu prononcés face à cette menace pas une menace, mais volonté d'annexion, mais aussi la question des tarifs, qui est encore hypothétique en passant. Là, c'est pas un fait accompli. Là, Donald Trump a, disons, annoncé que si le Canada ne faisait pas telle et telle chose, il y aurait des tarifs relativement sévères qui seraient imposés. Or, c'est encore hypothétique. Il y a eu quand même aussi des réactions assez sévères et brutales, et disons assez volubile de certains politiciens canadiens également. Donc, disons que ça monopolise pas mal la scène politique canadienne et même québécoise, où on a vu là, des PSPP, les chefs du PQ vouloir nommer une équipe Québec pour aller négocier avec Donald Trump. C'est un peu n'importe quoi en même temps, dans un sens où il y a des problèmes qui affligent actuellement le Québec et le Canada, et les États-Unis ne sont pas responsables. Là. Je comprends que des tarifs de l'ordre de 25% seraient évidemment désastreuses, non seulement pour l'économie du Québec et du Canada, mais aussi pour les États-Unis, qui sont parmi les plus gros importateurs de nos ressources, notamment le pétrole. Mais ça serait effectivement désastreux pour le Québec et le Canada. Mais comme je disais, il y a quand même des problèmes majeurs dont la plupart de ces politiciens-là qui déchirent leur chemise aujourd'hui sont responsables, et ça sert un petit peu d'épouvantail, je te dirais, le débat actuellement qui met Trump à l'avant-scène. Ça sert beaucoup les politiciens actuellement qui sont en perte de vitesse, là, notamment du côté des libéraux, mais également de la CAQ ici au Québec. C'est ça, dans le fond, c'est un épouvantail qui permet de faire une diversion pour amadouer un peu leur électorat là, à l'interne, mais à un moment donné, il va falloir qu'il y ait des véritables politiques, parce qu'il y a des véritables enjeux là, qui sont au cœur un peu de ces négociations là. Vous connaissez bien le secteur minier, oui, toutes sortes d'investissements, le Bitcoin aussi, donc on voit que ce sont d'une certaine façon des secteurs névralgiques et qui sont touchés particulièrement par ces négociations à venir, là, on peut le penser. Comment est-ce que vous voyez un peu là, les atouts
du Canada dans ces négociations, là, parce qu'on a vu que dans les analyses ou les analystes politiques au Québec, on fait beaucoup de morale, on dit toujours, Donald Trump, il est pas gentil, il est pas ci, il est pas ça, mais autour de la table de négociation, il va y avoir beaucoup de véritables... On va demander à chiffrer un peu tout ce que le Canada a à offrir aux États-Unis. Votre perspective un peu sur nos atouts comme Canadiens dans ces négociations à venir? Ben, tu sais, premièrement, il y a une espèce de prétention, une espèce de supériorité morale de l'inconscient canadien par rapport à la société américaine, là, qui ne se retrouve dans aucun fait. Là, je veux dire, quand même, les plus grandes universités sont américaines. La plupart des grandes avancées technologiques de l'histoire récente viennent des États-Unis. C'est pas dire que le Canada n'a rien inventé ou n'est pas un pays socialement avancé ou moralement correct. Là. C'est une espèce de prétention un peu hautaine que la société canadienne est plus avancée que la société américaine. Or, c'est un peu fantaisiste là, comme prétention, particulièrement venant du Québec, qui est un des États les plus pauvres en Amérique du Nord, là, en termes de PIB par capita. Donc, ça, je pense que c'est une prémisse qui est importante de faire. La négociation doit se faire, premièrement, sur des bases factuelles et réelles. Le Canada, comme je disais, c'est un exportateur net de ses ressources aux États-Unis, particulièrement le pétrole. D'ailleurs, les États-Unis se sont départis de leur dépendance au pétrole du Moyen-Orient dans la dernière décennie et demie, disons, avec le développement du secteur énergétique américain, particulièrement ce qu'on appelle le fracking, et aussi avec le gaz de schiste, etc., le pétrole de schiste également, et l'industrie canadienne qui a pris de l'ampleur malgré toutes les restrictions qu'impose le régime Trudeau. Donc ça, c'est quand même une réalité géopolitique qui a servi les Américains. Il n'y a pas de guerre étrangère, un peu comme on a vu avec l'Irak et l'Afghanistan, qui a été déclenché dans les années récentes sur des bases de l'accès à l'énergie. Là. Ça a quand même, favorisé les États-Unis sur plusieurs aspects. Donc, je pense que ça doit être mis de l'avant. Il y a d'autres industries critiques comme l'aluminium et le bois, notamment. Donc, ces négociations-là vont se faire en temps et lieu. Mais tu sais, Trump, c'est un peu une anomalie dans un sens où je pense pas que d'envoyer, tu sais, je lisais un peu les gens disent, envoyer Raymond Chrétien, qui est qui est le frère de l'ancien premier ministre Jean Chrétien, qui est un diplomate de longue tradition. Je pense pas que c'est la méthode à favoriser dans le cas de Trump. Trump parle et fait confiance à des gens qu'il connaît et qu'il a rencontrés, dont on a vu là Kevin O'Leary qui s'est rendu à Mar-a-Lago avec Daniel Smith et aussi Jordan Peterson, je crois. Et il fait souvent référence à Wayne Gretzky. En fait, c'est pas anodin parce que Wayne Gretzky, en fait, vit en Floride. Sa fille est avec Dustin Johnson, un champion de golf qui est indirectement proche de Trump. Donc, vous comprenez un peu la ramification un peu du réseau un peu social là-dedans. Donc, c'est un peu du show business, oui, mais ça existe et c'est réel. Et je pense qu'il faut s'adapter à notre interlocuteur qui arrive au pouvoir là, dans quelques jours. Là. Et s'adapter, ça peut vouloir dire aussi peut-être avoir une stratégie à court terme, c'est-à-dire pour les 4 prochaines années, essayer de l'amadouer et de sauver les meubles pour une période restreinte, là, celle des 4 prochaines années, et penser aussi à long terme, parce qu'on peut penser aussi que éventuellement les Américains ils vont vouloir avoir une stratégie plus stable. Là. Peut-être que Donald Trump, on l'a souvent vu comme celui qui renversait la table et qui finalement après, on arrive, on négocie ou on a une vision plus diplomatique un peu là, des relations internationales. Est-ce que selon vous, ça serait une des solutions que d'avoir une stratégie canadienne de négociation à court et moyen et long terme? Écoute, comme je disais, il y a beaucoup de choses là-dedans qui sont hypothétiques. On ne sait pas qu'est-ce qui est de la stratégie qui est lancée un peu au hasard. D'ailleurs, il a fait des sorties quand même un peu imprévisibles dans les derniers jours. Moi, je pense que M. Trump, des fois, lance des choses comme ça un peu pour voir quelle sera la réaction, sans nécessairement, disons, avoir une stratégie bien établie avec ses conseillers. Il est quand même, contrairement au premier mandat, M. Trump est quand même relativement bien entouré. Là. On voit celui qui est nommé au secrétaire du commerce, c'est un ancien président d'un grand groupe financier américain qui est très, très aguerri quand même. Lui qui va être au Trésor, Scott Bessent, est une personnalité très respectée des milieux financiers. Donc, c'est moins, je disais, les nominations sont moins à la dernière minute et urgentes comme la première fois qu'il a été élu en 2016. C'est beaucoup plus réfléchi. Et je pense pas que ces gens-là vont laisser
Donald Trump se planter dans une genre de game de poker où que le gagnant remporte toute la mise. Là. Je pense qu'il va y avoir des négociations en temps et lieu. Je pense qu'il y a un piège aussi là-dedans, particulièrement pour le mouvement conservateur au Canada, de s'opposer de facto à Donald Trump sur le principe de l'unité canadienne, avec une posture, disons, un peu à la Capitaine Canada, parce qu'il y a quand même dans l'élection de Donald Trump un phénomène, je te dirais, politique et social qui rejoint quand même une bonne partie des électeurs conservateurs au Canada. Donc, il faut faire attention de ne pas tirer dans sa propre chaloupe d'un point de vue, je dirais, idéologique / politique. Parce que même si c'est deux pays différents, il y a quand même un contexte nord-américain et je dirais même occidental dans un point de vue où il y a quand même une mouvance vers la droite dans l'Occident en général et les espèces de conflits internes, disons, nord-américains comme ça ne devraient pas essayer de ralentir ce mouvement-là, quitte à, comme je disais, tirer dans notre propre chaloupe. Là. Concernant les ressources naturelles là, au Canada, est-ce que selon vous, l'élection de Donald Trump et un peu la menace, disons, de tarifs, est-ce que selon vous, c'est une façon pour lui peut-être de nous obliger éventuellement à parce qu'on le sait, il y a eu un grand mouvement dit environnemental avec des ministres Guilbeault et tout ça qui mettaient véritablement un frein là, à l'exploitation des ressources naturelles. Bon, et aujourd'hui, est-ce que c'est une manière, ces négociations-là, de dire au Canada, là, bon, arrêtez de ne pas utiliser, de ne pas développer votre secteur minier ou votre secteur pétrolier. Nous en avons besoin. Donc, si vous en occupez pas, nous, on va venir. Est-ce que ça peut être un peu de ça, selon vous? Vous qui êtes un peu bien implanté dans le secteur des développement minier et tout ça, là. Ben, écoutez, il y a un débat, je pense, secondaire et parallèle qui nous amène un peu, en fait, il y a un peu un wake-up call d'un point de vue où si la meilleure façon de négocier, c'est d'être un partenaire riche et d'avoir des leviers. Or, plus on est pauvre et moins on a d'accès aux ressources et de ressources à exporter, ben, c'est des leviers qu'on perd dans le cadre d'une négociation. Donc, le Canada, actuellement, n'est clairement pas à son plein potentiel en termes de développement des ressources énergétiques, oui, mais aussi des ressources minières. La forêt également, il y a certaines embûches qui sont liées à son développement. Donc, oui, je pense que le Canada d'aujourd'hui est dans une position affaiblie due à la gouvernance de Justin Trudeau de la dernière décennie. Mais en même temps, il y a quand même un signal que le gouvernement en attente de Pierre Poilievre, qui maintenant a pratiquement 50% des appuis. Là. C'est quand même majeur. Là. C'est aussi toutes les catégories d'âge au Canada votent conservateur, voteraient conservateur dans une future élection, ce qui n'a jamais été vu. Donc, je pense, il y a quand même quelque chose de social là-dedans et de profondément culturel dans un changement là qui s'opère actuellement dans l'Occident. Et effectivement, je veux dire, il y a peut-être une intégration, puis ça laisse aussi réfléchir à l'idée de peut-être avoir une meilleure intégration nord-américaine, ne serait-ce, par exemple, que, tu sais, je pense que c'est un peu fantaisiste de penser que le Canada en entier serait le 51e État. Là. Si vous voulez aller dans cette direction-là, il y aurait probablement plusieurs États, plusieurs nouveaux États dans une sorte de nouvelle fédération République nord-américaine. Mais ceci étant dit, juste d'avoir une union monétaire dans laquelle, par exemple, la Banque du Canada deviendrait partie prenante à part entière, disons, du réseau de la Fed, de la Réserve fédérale américaine, avec une monnaie unie, le dollar américain, là, dans un sens très nord-américain du terme, je pense que ça serait largement plus bénéfique qu'actuellement, là, utiliser notre dollar canadien qui peut servir des visées politiques, notamment pour l'exportation, avoir un dollar plus faible, mais au final, les Canadiens sont perdants là-dedans. Là. Donc, un peu sur le modèle européen. Et aussi, je dirais, sur la libre circulation, il n'y a pas de raison que la frontière États-Unis-Canada soit aussi étanche d'un point de vue de la circulation du commun des mortels. Là. Il y a quand même des technologies maintenant de reconnaissance. Je suis pas le plus grand défenseur des technologies de surveillance, mais je veux dire, à un moment donné, il y a moyen peut-être de scanner des plaques et d'arrêter des personnes qui sont plus suspectes que d'autres et de laisser une libre circulation, comme c'est le cas notamment dans tous les pays européens. Là. Jonathan Hamel, pouvez-vous nous dire, on vient d'analyser un peu les tenants et aboutissants des négociations qui auraient lieu entre le Canada et les États-Unis, mais vous en avez glissé un mot au départ de cet entretien. Il y a quand même la question du Québec, qui est une province un peu à part là, au niveau culturel au Canada. Comment est-ce que le Québec devrait, selon vous, avoir un front
provinciales, aux Québécois dans ces négociations. On a vu, par exemple, dans le traitement des frontières, là, on a vu François Legault parler de la SQ est prête à, disons, intervenir si jamais il y a des besoins d'aide pour aider à la frontière avec nos voisins du Sud et tout ça. Comment est-ce que le Québec, politiquement, peut jouer ses cartes? A-t-il des cartes à jouer? Comment doit-il les jouer selon vous? Ben, comme je disais tantôt, ça, c'est une des conséquences de cette situation-là. C'est que des politiciens comme François Legault qui sont en chute libre dans les intentions de vote depuis plus d'1 an, ça sert leurs intérêts politiques parce qu'ils peuvent devenir une espèce de capitaine Québec / capitaine Canada en veillant aux intérêts du Québec contre l'envahisseur. Parce que la prétention, la prémisse derrière ça, c'est que derrière la volonté du président Trump d'expulser certains ressortissants étrangers illégaux, ben il y a la peur que ces ressortissants-là traversent la frontière avec le Québec. Donc, ça sert un peu les intérêts politiques de François Legault de se présenter un peu en défense de tout ça. Donc, et tout ça est repris évidemment par les médias sans aucun questionnement subséquent. Là. Donc, moi, je pense que ces intérêts électoraux là que peut avoir peu importe le politicien là à l'interne, mais est-ce que le Québec, disons au-delà de ses politiciens, a-t-il des cartes à jouer? Devrait-il être présent sur cette scène des négociations selon vous? Et pourquoi? Et à quel niveau? Le Québec est un des grandes juridictions minières. Il y a quand même des questions énergétiques aussi inhérentes au Québec. Mais le principe, je pense, le problème, et c'est un peu dépendant de la situation canadienne, où il y a un leadership très faible. En termes de représentativité, qui devrait aller négocier? Est-ce que c'est le gouvernement de Trudeau qui est un peu sur le respirateur artificiel? Ou est-ce que les provinces... Là, on a vu d'ailleurs Danielle Smith se rendre à Mar-a-Lago avec Kevin O'Leary, qui a pris un peu les devants. Moi, je pense que c'est un peu la façon de fonctionner. Moi, je crois que M. Poilievre aurait dû se rendre à Mar-a-Lago, ne serait-ce comme leader conservateur canadien, et c'est quand même des leaders conservateurs les plus populaires dans le monde, dans les pays du G7, là, aurait dû avoir une espèce de visite préemptive, de dire, regarde, au moins on établit un contact, et comme gouvernement en attente, là, en n'ayant aucune prétention de dire qu'il parle pour les Canadiens, là, en ayant c'est vraiment sur le fond de la chose et sur la forme, parce que, comme je disais, le personnage Trump fonctionne selon ces méthodes-là. Donc, les anciens livres de règlement des procédés diplomatiques, Trump en a rien à cirer de ça. Là. Il faut s'adapter à ça et c'est pas une espèce de table de concertation qui contient toutes les provinces. Ça va changer quoi que ce soit. Là. La directive va vraiment provenir de l'entourage de Trump directement et c'est mieux, je pense, d'avoir des contacts directement avec cet entourage-là. Là. Donc, on a vu aussi Doug Ford là, qui est allé dans les médias et qui a dit lui-même qu'il est là par défaut du fait que le pouvoir fédéral est très faible dû à la circonstance politique de la faible compétence de Justin Trudeau et de la prorogation du Parlement pour servir leurs intérêts de parti. Là. Donc, on voit comment le Parti libéral a à cœur les intérêts des Canadiens, ça c'est clair. Donc, selon vous, c'est une stratégie efficace au niveau provincial que c'est, disons, premier ministre des provinces, Danielle Smith, Doug Ford, Legault, prendre disons, les devants et défendre les intérêts de leur province directement devant Trump. Donc, en ce niveau-là, si c'était une bonne chose pour Danielle Smith, ça pourrait être une bonne idée pour le premier ministre Legault de se rendre lui aussi à Mar-a-Lago? Écoute, mais en même temps, tu sais, on parlait de M. Legault, par exemple, d'avoir une présence là-bas. Oui, pourquoi est-ce que lui aussi pourrait s'organiser un voyage sur place, là, peut-être Pierre Lassonde, organiser ça, je sais pas. Oui, exact. En fait, c'est beaucoup les intérêts, c'est un peu les vrais réseaux là, du pouvoir là, qui semblent se mettre en branle, savoir si... on a vu que M. Legault avait comme hijacké un peu une photo avec M. Trump en disant qu'il avait parlé des tarifs, alors qu'on sait que c'est totalement faux. Là. C'était pendant un souper à Notre-Dame de Paris. C'était un peu n'importe quoi. Là. Donc, moi, je fais pas confiance à ce gouvernement-là et je fais confiance généralement à peu de politiciens, mais moi, je pense que c'est outre... en fait, même j'amènerais même une question inverse, c'est à se poser une question... Il faut se poser la question s'il y a beaucoup de politiciens actuellement au Canada qui ont intérêt à ce que les négociations échouent avec M. Trump pour mettre
beaucoup des problèmes du Québec et du Canada à l'heure actuelle sur le dos de ces 10 tarifs et du régime Trump là, qui est à venir. Là. Donc, moi, je pense qu'il faut décoder la situation politique derrière ça et ne pas regarder ça de manière purement, disons, rationnelle. Et je pense qu'il y a quand même des intérêts et des agendas de part et d'autre. Et je pense pas que le Québec, notamment l'entourage de M. Legault, a les leviers pour faire quoi que ce soit là-dedans. Là. Ils vont vraiment, et ça va se faire vraiment au niveau fédéral. Et au niveau fédéral, actuellement, ben, c'est très affaibli. C'est pour ça qu'on voit des gens un peu, des ambassadeurs un peu improvisés comme Kevin Hillary et compagnie, faire les premières démarches. Là. Donc, par exemple, le Québec pourrait, le Québec et toutes les provinces, disons, le fait de traiter avec elles individuellement, ça pourrait être une stratégie de Trump pour diviser le Canada et finalement tirer un plus grand bout du bâton dans d'éventuelles négociations. Ou c'est une stratégie qu'on leur projette, là. C'est des effets collatéraux. Absolument. Donc, Jonathan Hamel, c'est une première aujourd'hui puisqu'on va vous avoir comme chroniqueur mensuel. Vous allez venir nous parler. Là, quels sont pour vous présenter à nos auditeurs, là, la plupart vous connaissent, là, mais est-ce que vous pourriez simplement nous parler un peu de ce qui s'en vient pour vous durant l'année qui vient? Quels sont vos sujets d'intérêt là, pour pouvoir, créer un peu l'événement, là? Qui est Jonathan Hamel? Quels sont les sujets qui vous intéressent quels sont les sujets où est-ce qu'on va pouvoir vous entendre là, dans les prochaines, jusqu'à la fin de la saison en juin? Ben, écoutez, comme vous l'avez dit en introduction, je suis à la base, je suis un investisseur et gestionnaire. Je suis basé à Montréal, donc j'ai une perspective, disons, québécoise et canadienne en tant que résident, mais aussi comme investisseur ici. Je suis quand même, j'ai une position, j'ai quand même une partie majeure de mes investissements qui est située dans le domaine des ressources naturelles, particulièrement le domaine minier au Québec. J'ai investi dans plusieurs projets, dont certains qui ont été vendus. On a eu quand même pas mal de succès dans les, 5 dernières années. On va voir aussi comment ça va évoluer avec un changement, disons, plus conservateur au niveau canadien, donc peut-être un petit peu plus de déréglementation. Et ça, je te dirais que ça va à l'inverse de ce qu'on voit au Québec, où des lois ou des réglementations vont à la direction inverse, où c'est de plus en plus difficile de bâtir des mines au Québec. Et alors, à un point aussi que toute l'industrie énergétique, le gaz et le pétrole, pour ne pas les nommer, sont totalement bannis. Là. Il y a un moratoire au Québec. Dans une dynamique où ça va aller dans la direction inverse en Amérique du Nord, il va falloir regarder comment le Québec va se positionner là-dedans, surtout qu'on voit comme le Parti québécois qui serait potentiellement là prendrait le pouvoir théoriquement avec les sondages à l'heure actuelle. Le Parti québécois à l'heure actuelle, c'est loin d'être un parti centre-droit. Là. C'est plus dans la mouvance éco-socialiste de gauche. Donc, on serait un peu à contre-courant, disons, d'un mouvement nord-américain, voire occidental. Donc, moi, comme résident, comme contribuable, comme Canadien, Québécois, aussi investisseur, c'est quelque chose que je suis quand même pas mal. J'ai aussi quand même pas mal d'investissements américains, particulièrement dans le domaine de l'équité. Donc, je regarde un peu le marché américain. Tu sais, il y a beaucoup, le marché a quand même très bien fait depuis que l'annonce de la victoire de Trump est annoncée, mais même un petit peu avant. Je veux dire, le marché avait un peu devancé, disons, l'élection de Trump. Et maintenant, on regarde un peu où ça s'en va. Et il y a quand même plusieurs signaux qui sont un peu inquiétants, notamment le rendement des obligations américaines qui a augmenté de manière quand même soutenue dans les derniers 3-4 mois. Donc, quand même, les marchés financiers entrevoient quand même un potentiel, pas dire un retour de l'inflation, mais au moins un maintien de l'inflation à un niveau plus élevé que la Réserve fédérale le souhaiterait. Et il y a une situation aussi là-dedans quand même structurelle qui est inquiétante au niveau du budget américain, particulièrement des déficits et de la dette. Peu importe que ce soit M. Trump ou potentiellement, mettons, Mme Harris qui aurait gagné, les finances américaines, le budget américain est totalement dans une situation intenable. Et on sent que les marchés financiers commencent à y accorder plus d'importance et c'est vrai dans l'Occident au complet aussi. Là. Donc ça, je pense que c'est pas mal les tenants et c'est pas mal les facteurs les plus influents à l'heure actuelle sur les marchés financiers. On a vu aussi le pétrole et le gaz qui s'est fortement apprécié dans les derniers mois, l'or aussi. Le dollar aussi, alors que normalement, ça va à l'inverse. Le dollar s'apprécie, l'or baisse et le pétrole baisse. Or là, tout monte parce que justement, il y a tous ces considérations-là qui s'entrechoquent et c'est une espèce de tempête parfaite. Donc, est-ce qu'on a un peu tout misé avec l'élection de Trump et maintenant on se retrouve un peu devant l'inconnu et n'importe quelle petite surprise pourrait tout faire basculer?
c'est les questions que je me pose et il y a beaucoup d'investisseurs actuellement qui se posent ces questions-là. Je suis également, plusieurs personnes me connaissent comme étant au niveau canadien et québécois. Il y a maintenant plus de 10 ans que je parle de Bitcoin comme étant un actif financier d'intérêt. Et je veux dire, j'ai quand même eu largement raison là-dessus. Bitcoin a pris sa place maintenant comme un actif, je veux dire, de taille quand même importante dans les marchés financiers traditionnels. Ça a même participé, disons, au débat présidentiel américain avec les positions de Trump, qui a une position très favorable, disons, à l'adoption, du moins ne pas nuire à cet actif-là qui est déjà un pas en avant incroyable par rapport à des positions passées du gouvernement américain sous Biden, mais aussi sur la première administration Trump, qui était assez antagoniste là, sur Bitcoin. Donc, je dirais que je regarde tout ça avec intérêt et il y a quand même beaucoup d'inconnus, malgré le fait que beaucoup de ces actifs-là sont appréciés dans les derniers mois, là. Oui, parce que chacun de ces actifs ont des relations entre eux et souvent, ça va dans un peu contradictoire et lequel va avoir le plus d'impact sur l'autre. On peut penser que justement, avec l'inflation, la dévaluation de la monnaie, que ce soit américaine ou canadienne, ça a un impact positif sur le Bitcoin qui, lui, n'est absolument pas inflationniste au sens où il va y avoir un jour un cessé. Il y aura un jour où il n'y aura plus de création ou de minage de Bitcoin, donc il va créer une rareté pour toujours. Donc, ça peut suivre un effet inverse. Donc, c'est toujours difficile de faire un lien de causalité entre les uns et les autres, mais ça sera toujours un plaisir de vous recevoir là, une fois par mois pour faire un peu le point sur l'ensemble de ces actifs, comme vous le dites. Mais un dernier, je pourrais dire, au centre d'intérêt, c'est la scène municipale, c'est bien ça? Je pense que je suis un observateur politique au sens large, là, fédéral, provincial, mais aussi municipal. En fait, c'est un sujet que je souligne dans toutes mes interventions depuis maintenant, particulièrement depuis les 5 dernières années, parce que je pense que la situation c'est vraiment détériorée dans les grandes villes québécoises et canadiennes, mais même dans les plus petites villes, on sent que le municipal s'est égaré de ses missions premières. On a vu là. Je souligne, moi-même étant un cycliste sportif quand même aguerri, je dénonce quand même la dérive de la multiplication des pistes cyclables dans une ville comme Montréal, parce que c'est particulièrement l'hiver où on a vu, là, je vous dirais, la construction de tronçons qui ne font aucun sens basés sur l'utilisation de ces pistes-là. Là. Et à l'inverse aussi, je veux dire, c'est fait aux dépens des voies automobiles qui, elles, sont fortement empruntées et ça crée du trafic additionnel, ce qui n'est pas nécessairement incompatible avec les visées des administrations actuelles. C'est des gens qui voient l'automobile comme étant une espèce de menace naturelle contre les citoyens des villes et non pas une espèce de moyen de transport. Là. Ces gens-là voient... On a affaire à des administrations militantes, proprement dites, d'extrême gauche, que ce soit à Québec ou à Montréal. Et je pense que, d'ailleurs, 2025, ça va être une année électorale pour toutes les municipalités du Québec. Et je pense que ça va être la question de l'année, là, d'expulser ou du moins de mettre à la porte ces régimes extrémistes-là qui ont empiré la vie dans les grandes villes comme Québec et Montréal. Je veux dire, personne ne peut questionner le fait que Montréal décline depuis des années et que ça s'est accéléré sous Valérie Plante. Et on vit un peu la même chose à Québec avec les lubies là, du maire Marchand. C'est des gens qui ont quand même des prétentions mondiales et planétaires au niveau du climat. Ils sont prêts à taxer leur population pour atteindre ces soi-disant objectifs-là. Moi, je pense que ça a atteint son pic, je pense, pendant les 18 derniers mois, ces choses-là ont atteint leur pic, mais ici, il y a un certain délai et je pense que ces administrations-là vont toutes être mises à la porte avec un certain retard sur ce qui s'est passé. Tu sais, je ressouligne encore une fois, je pense, l'impact culturel et social de l'élection de Trump, qui est un peu une réaction sociétale à toutes ces dérives-là. Là. Ça dépasse le personnage lui-même. Donc, on essaie les peuples essaient de dépasser un peu cette vieille vision un peu d'ingénierie sociale où est-ce que parce qu'on désire ce qu'on considère comme étant de la vertu, là, on va essayer de forcer les gens à obéir et à rentrer dans ce cadre moral. Peut-être que les gens en ont assez de ce moralisme dégoulinant qui s'impose à eux par les différents paliers de gouvernement. Et alors, pour pouvoir garder un œil objectif et critique par
rapport à toutes ces politiques. On va avoir hâte de vous écouter, Jonathan Hamel, au Libre Podcast une fois par mois. Alors, bonne année à vous, 2025, santé et prospérité. Et ça va être une joie de vous recevoir encore pour parler de tous ces sujets le mois prochain. Alors, merci beaucoup, Jonathan Hamel, d'avoir été avec nous. C'est un plaisir. À bientôt. Voilà, c'est tout pour le balado de cette semaine. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires ou une note sur les différentes plateformes de balado-diffusion. Cela nous aide beaucoup à faire rayonner le podcast. Vous êtes également invité à nous rendre visite au libre-media.com, sur X, TikTok, et ou si vous êtes à l'extérieur du Canada, ce pays libre et démocratique, vous pouvez nous rejoindre par l'ensemble des plateformes du groupe Meta. À vous tous et toutes, merci d'avoir été des nôtres et revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode du Libre Podcast.